Une goutte de sang glisse lentement sur la joue de Claire Dubois, neurochirurgienne noire de renom, tandis que les menottes métalliques mordent cruellement la peau de ses poignets. Dans l'allée immaculée d'un supermarché de luxe à Oak Ridge Hills, Nashville, elle tente de garder son calme face à l'accusation absurde de vol proférée par une cliente blanche, Hélène Moreau. Les regards accusateurs des badauds, les murmures méprisants et l'arrogance brutale des officiers de police qui l'entourent transforment une simple course en un cauchemar d'humiliation publique. Alors que les sirènes militaires percent l'air, annonçant l'arrivée imminente de son mari, le colonel Antoine Dubois, une tempête de justice s'apprête à éclater, prête à faire trembler les fondations de l'injustice. Vous qui écoutez cette histoire, ressentez-vous la rage face à cette discrimination flagrante? Criez votre indignation en laissant un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette histoire pour que le monde entende ce cri pour l'égalité. Dans le rayon des produits bio du Greenleaf Market, un supermarché chic niché au cœur du quartier huppé d'Oak Ridge Hills, Claire Dubois ajuste son sweat à capuche de l'université Howard, un symbole de son parcours exceptionnel. À 38 ans, elle est non seulement une neurochirurgienne respectée, chef du service de neurochirurgie à l'hôpital Nashville Memorial, mais aussi l'une des rares résidentes noires de ce quartier cossu où elle et son mari, le colonel Antoine Dubois, viennent d'acheter leur maison de rêve. Pourtant, chaque pas dans ce magasin semble attirer des regards suspicieux. Les murmures à peine voilés des autres clients, les coups d'œil furtifs du personnel, tout cela fait partie du fardeau invisible qu'elle porte, celui d'être une femme noire dans un espace qui ne semble pas conçu pour elle. Claire, habituée à ces micro-agressions, garde la tête haute, concentrée sur sa liste de courses, tout en répétant mentalement les procédures complexes qu'elle réalisera plus tard dans la journée lors d'une opération délicate. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est différente, plus lourde, comme si une tempête se préparait. Un vigile, un homme costaud aux yeux perçants, la suit ostensiblement entre les étalages de cales bio et de tomates anciennes, scrutant chacun de ses gestes comme si elle était sur le point de glisser un légume dans son sac. Claire soupire intérieurement, mais continue, refusant de laisser cette surveillance mesquine perturber sa dignité. Elle ne peut s'empêcher de remarquer une femme blanche en vêtements de marque, Hélène Moreau, qui chuchote avec véhémence au gérant du magasin, Paul Lefebvre, un homme mince aux cheveux clairsemés et à l'attitude arrogante. Les lèvres d'Hélène forment des mots que Claire déchiffre à distance. Mon sac. Médicaments sur ordonnance. Le cœur de Claire se serre. Elle comprend immédiatement ce qui se passe. Une accusation injuste, un piège tendu par le préjugé. Paul s'approche d'elle avec une autorité mal placée, son badge scintillant sous les néons du magasin. « Madame, veuillez me suivre immédiatement », ordonne-t-il sans la moindre politesse. Claire, calme mais ferme, lève les yeux, perplexe. « Y a-t-il un problème ?» demande-t-elle, sa voix aussi stable que lorsqu'elle donne des directives en salle d'opération. Hélène s'avance, son visage empreint d'une indignation théâtrale. « Elle a pris mes médicaments dans mon sac pendant que j'avais le dos tourné », accuse-t-elle, pointant un doigt accusateur. L'absurdité de l'accusation frappe Claire comme une gifle, mais elle garde son sang-froid, habituée à naviguer dans des situations où son intégrité est mise en doute. « Madame, je n'ai jamais touché votre sac. Je suis médecin, chef de neurochirurgie à Nashville Memorial. Je n'ai aucun besoin de voler des médicaments, » répond-elle, sa voix aussi précise qu'une incision chirurgicale. Mais Paul, le gérant, ne bronche pas, son visage figé dans une expression de méfiance. « La police est en route, ils régleront ça, » rétorque-t-il, comme si la vérité importait peu face à ses préjugés. Claire tente de sortir son téléphone pour appeler Antoine, mais Paul l'interrompt brutalement. « Gardez vos mains là où je peux les voir. » Les autres clients, soudain fascinés par les étiquettes des produits, détournent les yeux, complices silencieux de cette injustice.
Pas une seule voix ne s'élève pour défendre Claire. L'arrivée de 2 officiers de police, Julien Martin et Luc Bernard, fait monter la tension d'un cran. Julien, un homme trapu au regard dur, prend les devants, sa main posée sur son arme comme pour intimider. Luc, plus discret, se place stratégiquement près de la sortie, bloquant toute possibilité de fuite. « Quel est le problème ici ?» demande Julien, s'adressant exclusivement à Paul et Hélène, ignorant Claire comme si elle n'existait pas. Hélène répète son accusation, embellissant son récit avec des détails inventés, affirmant maintenant avoir vu Claire glisser les médicaments dans sa poche. Julien se tourne vers Claire, le regard chargé de suspicion. « Votre pièce d'identité, madame », ordonne-t-il. Claire, toujours calme, sort lentement son permis de conduire. « Je suis le docteur Claire Dubois. J'habite à 3 rues d'ici, sur Magnolia Lane. C'est un malentendu. » Luc l'interrompt avec mépris. « Juste l'identité, pas besoin de discours. » Julien jette un coup d'œil distrait au permis avant de le tendre à son partenaire, un rictus moqueur au coin des lèvres. « Magnolia Lane, hein? Ça m'étonnerait. Personne correspondant à votre description ne vit dans ce quartier, à ce que je sache. » Le cœur de Claire s'accélère, mais elle maintient sa voix ferme. « Mon mari et moi avons emménagé il y a 1 mois. Il est colonel Antoine Dubois, stationné à Fort Campbell. Laissez-moi l'appeler. » Julien ricane, son ton dégoulinant de sarcasme. « Ouais, et moi? Je suis le ministre de la Défense. Tournez-vous, main dans le dos. » Claire sent la colère monter, mais elle reste immobile, cherchant à raisonner. « Vous m'arrêtez sur quelle base? » Luc, sans ménagement, attrape son bras et la retourne brutalement, les menottes claquant sur ses poignets. « Ne pas obéir à un ordre est une raison suffisante, » grogne-t-il. Les menottes, trop serrées, entaillant sa peau, et une douleur aiguë lui arrache une grimace. Alors qu'on l'escorte à travers le magasin, les regards des clients, désormais libres de fixer son humiliation, la transpercent comme des lames. Dehors, le soleil printanier contraste cruellement avec l'obscurité de l'instant. Plusieurs passants filment la scène avec leur téléphone, mais aucun n'intervient. Détail indigné. Un jeune employé noir du magasin, Thomas, âgé d'à peine 20 ans, tente de s'interposer timidement. « Elle vient souvent ici, c'est une cliente régulière », plaide-t-il, sa voix tremblante. Paul, le gérant, se retourne vers lui avec une fureur froide. « Tais-toi, Thomas, ou tu perds ton job sur le champ !» hurle-t-il devant tout le monde, réduisant le jeune homme au silence. Les larmes aux yeux, Thomas baisse la tête, humilié publiquement pour avoir osé défendre Claire. Cette scène, captée par les téléphones des badauds, amplifie l'indignation de ceux qui visionneront la vidéo plus tard, révélant la complicité du magasin dans cette injustice. Julien resserre les menottes, provoquant une douleur si vive que Claire ne peut retenir un gémissement. « S'il vous plaît, c'est trop serré. Je suis neurochirurgienne. J'ai besoin de mes mains. » Luc éclate de rire, moqueur. « Neurochirurgienne? Et moi, je construis des fusées pour la NASA. » La foule, toujours silencieuse, regarde Claire être poussée vers la voiture de police, certains chuchotant entre eux, d'autres prenant des photos. Détail indigné. Une vieille dame blanche dans la foule, tenant un panier d'osier, murmure assez fort pour être entendue. « Ces gens-là n'ont rien à faire ici. » Son commentaire raciste, capté par une caméra, devient une preuve supplémentaire de l'hostilité ambiante, attisant la colère des spectateurs qui verront la vidéo en ligne. Claire, au bord des larmes, sent le poids familier de l'injustice écraser sa poitrine. Elle a tout fait correctement. Diplômée avec mention de Howard et Johns Hopkins, une carrière brillante, une maison dans un quartier prestigieux. Et pourtant, en cet instant, rien de tout cela ne compte face aux préjugés raciaux. Alors que les officiers discutent de la fouiller sur place ou de l'emmener au poste, un son distinctif perce l'air. Des sirènes, différentes de celles de la police, plus graves, plus imposantes. Claire lève les yeux et aperçoit au loin l'ombre de véhicules militaires s'approchant du parking.
Julien redresse son uniforme par réflexe, son arrogance vacillant face à l'autorité militaire qui s'annonce. Luc, déconcerté, marmonne. « C'est quoi ça? » Une lueur d'espoir naît dans le cœur de Claire. Antoine est là. Le convoi militaire s'arrête avec une précision chirurgicale dans le parking du supermarché, attirant tous les regards. La portière du véhicule central s'ouvre, et le colonel Antoine Dubois en sort, vêtu de son uniforme impeccable, ses décorations scintillant sous le soleil. À 6'2", avec des épaules larges et une posture disciplinée forgée par 20 ans de service, Antoine impose le respect sans dire un mot. Ses yeux sombres brûlent d'une fureur contenue, perceptible uniquement pour ceux qui le connaissent bien. À ses côtés, le capitaine Émile Sanchez et le lieutenant Camille Moreau, formant un triangle d'autorité militaire, avancent vers la scène. Antoine avait été en réunion stratégique à Fort Campbell quand il avait remarqué que la localisation de Claire, partagée pour des raisons de sécurité après plusieurs incidents de profilage racial, n'avait pas bougé depuis 40 minutes. Sans réponse à ses appels, il avait compris que quelque chose n'allait pas. Les souvenirs des incidents passés défilent dans son esprit. Claire suivie par la sécurité dans une boutique de luxe, un voisin appelant la police quand Antoine rentrait tard chez lui, un restaurant les prenant pour des intrus malgré leur réservation. Chaque fois, ils avaient géré avec dignité, déposant des plaintes formelles, mais cette fois, l'enjeu semble plus grave. Lorsqu'il voit sa femme menottée, une petite coupure saignante sur sa joue à cause de la brutalité des officiers, une colère froide s'empare de lui. Il s'approche, ses bottes militaires résonnant sur l'asphalte. « Officier, » dit-il d'une voix claire et autoritaire, « je suis le colonel Antoine Dubois, 5e division aéroportée. Vous semblez détenir ma femme sans raison valable. J'exige une explication immédiate. » Julien, déstabilisé par l'arrivée militaire, tente de reprendre le contrôle. « C'est une affaire de police, monsieur. Veuillez reculer avec vos collègues. » Antoine ne bouge pas d'un pouce, son regard perçant. « Ma femme est le docteur Claire Dubois, chef de neurochirurgie à Nashville Memorial. Elle m'a appelé il y a 17 minutes et son appel a été interrompu. Je dois m'assurer de son état immédiatement. » Luc intervient, tentant d'imposer son autorité. « Votre femme est soupçonnée de vol, monsieur. Nous suivons la procédure. » Antoine note la foule grandissante, les téléphones braqués sur eux, et l'inconfort visible de Paul, le gérant, qui se tient à l'écart. « Et quelle preuve justifie cette accusation ?» demande-t-il, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Hélène, sentant la situation lui échapper, tente de s'éclipser discrètement. Antoine la repère du coin de l'œil. « Madame, comme vous êtes impliquée, je vous prie de rester jusqu'à ce que ceci soit résolu, » dit-il sans détourner son attention des officiers. Hélène s'immobilise, coincée entre la honte et l'autorité militaire. Antoine adopte une posture de repos militaire, plus imposante encore que l'agressivité des officiers. « Je connais le code annoté du Tennessee 47-3, qui définit les conditions d'une arrestation légale sans mandat. Rien de ce que je vois ici ne répond à ces critères. Je demande la libération immédiate du docteur Dubois. » Julien, mal à l'aise, rétorque. « Avec tout le respect, monsieur, vous n'avez pas à dicter nos procédures. » Antoine, imperturbable, répond. « Je ne dicte rien, officier Martin. » Il insiste sur le nom, lu sur le badge, avec une précision calculée. « Je vous demande de suivre la loi correctement. Le docteur Dubois est la chirurgienne qui a sauvé la fille du chef de police Donovan l'an dernier après un accident. Il serait très intéressé par cette situation. » Camille, la lieutenant, s'avance légèrement. « Colonel, dois-je contacter le chef directement? J'ai son numéro depuis notre exercice conjoint le mois dernier. » La mention de cette connexion fait vaciller les officiers. Luc, nerveux, sort une clé pour déverrouiller les menottes. « Il y a peut-être eu un malentendu, » marmonne-t-il, libérant Claire, dont les poignets portent des marques rouges, bientôt des bleus. Antoine s'approche enfin de sa femme, examinant la coupure sur sa joue et les marques sur ses poignets. « Ça va ?» demande-t-il doucement. Claire, reprenant son masque professionnel malgré l'humiliation, hoche la tête,
Ça va. Paul, le gérant, tente une approche conciliante. Monsieur, peut-être pourrions-nous régler cela en privé? Antoine le coupe d'un geste sec. Non, monsieur Lefebvre. Ma femme a été humiliée publiquement sans preuve. Toute résolution sera publique. Hélène tente à nouveau de s'éclipser, mais Antoine l'interpelle. Madame, avez-vous accusé le docteur Dubois de voler vos médicaments? Hélène bégaie. Je pensais avoir vu... Antoine l'interrompt, implacable. Oui ou non? Sous son regard, elle s'effondre. Oui, mais je me suis peut-être trompé. Émile, le capitaine qui filme discrètement avec son téléphone militaire, intervient. Colonel, le général Phillips est informé et demande si vous avez besoin de renfort. La mention d'un général accentue la tension. La foule, désormais nombreuse, filme activement et les vidéos circulent déjà en ligne. Antoine s'adresse à Julien. Je veux voir les preuves qui justifient d'avoir menotté ma femme. Julien, raide, répond. Nous enquêtions quand vous êtes arrivé, monsieur. Antoine hausse un sourcil. Vous avez donc menotté une médecin renommée sans cause probable. Intéressante procédure. Soudain, un cri déchire l'air. Pierre Lambert, un homme âgé de 78 ans, diacre de l'église baptiste locale, s'effondre au sol, la main crispée sur la poitrine. Claire, sans hésiter, se précipite vers lui, ignorant les menottes à peine retirées. « Monsieur, vous m'entendez? Je suis le docteur Dubois, neurochirurgienne. » Elle évalue rapidement ses signes vitaux, notant un pouls irrégulier. « Crise cardiaque. Appelez le 911. » Julien, toujours hostile, s'avance, la main sur son arme. « Écartez-vous, vous n'êtes pas autorisé à... » Antoine se place entre eux, rapide comme l'éclair. « Ma femme est la meilleure neurochirurgienne de cet État. Reculez, officier, ou expliquez pourquoi vous avez empêché des soins d'urgence. » Claire commence les compressions thoraciques, ses gestes précis malgré la douleur dans ses poignets. « Lieutenant Moreau, chronométrez les compressions. Capitaine Sanchez, vérifiez si quelqu'un a de l'aspirine. » La foule recule, formant un cercle autour d'eux. Pierre, entre deux souffles laborieux, murmure. « Vous êtes... la femme qu'ils ont maltraitée. » Claire, concentrée, répond doucement. « Ne parlez pas, monsieur. L'aide arrive. » Ses yeux s'embugnent lorsqu'il ajoute, faiblement. « J'aurais dû intervenir. J'avais peur. » Ces mots, lourds, de décennies de silence face à l'injustice, touchent Claire au cœur, mais elle reste focalisée sur sa tâche. Les sirènes d'ambulance approchent. Claire transmet les informations aux ambulanciers avec une précision professionnelle. Suspicion d'infarctus du myocarde, patient Pierre Lambert, environ 78 ans, collapsus il y a 4 minutes, CPR effectué. Le chef ambulancier, reconnaissant Claire, s'exclame. « Docteur Dubois, vous avez probablement sauvé sa vie. » Alors que Pierre est transféré sur une civière, il serre faiblement la main de Claire. « Merci, docteur. J'aurais dû parler. » La scène, captée par des dizaines de téléphones, montre Claire, encore marquée par les menottes, sauvant une vie sous les yeux des officières qui l'ont humiliée. Alors que l'ambulance s'éloigne, le téléphone de Claire sonne. Elle répond, son ton redevenant celui d'une chirurgienne. « Je serai là dans 20 minutes, » dit-elle avant de se tourner vers Antoine. « Un adolescent avec un hématome sous-dural en expansion, ils ont besoin de moi tout de suite. » Antoine hoche la tête et s'adresse à Julien et Luc. « Ma femme a besoin d'une escorte policière à l'hôpital. Une vie en dépend. » Les officiers, sous pression, acceptent à contre-cœur. Claire monte dans la voiture de police, escortée par les mêmes hommes qui l'ont menottée, un contraste amer mais nécessaire. Cette histoire d'injustice vous révolte-t-elle autant que nous? Criez « Justice » dans les commentaires pour soutenir Claire et Antoine dans leur combat contre la discrimination. Partagez cette histoire pour que leur courage inspire le monde entier. La vérité doit triompher, et avec votre voix, elle le fera.
Alors que Claire Dubois, encore marquée par les menottes et la coupure sur sa joue, sauve la vie de Pierre Lambert sous les regards impuissants des officiers Julien Martin et Luc Bernard, les vidéos de l'incident au Greenleaf Market deviennent virales, déclenchant une tempête d'indignation à travers les réseaux sociaux. Des hashtags comme Justice pour Claire et Stop au profilage inondent les plateformes, relayés par des médecins outrés par le traitement infligé à une collègue et des familles militaires, révoltés par l'humiliation d'une épouse de colonel. Mais dans l'ombre, une contre-attaque s'organise. Le père de Julien, Georges Martin, président du syndicat de police, orchestre une campagne vicieuse pour discréditer Claire et son mari, le colonel Antoine Dubois. Cette bataille pour la vérité révèle un système de corruption profondément enraciné, où la discrimination n'est pas un accident, mais une stratégie. La rage monte face à cette injustice systémique, et chaque nouvelle révélation attise la fureur d'une communauté déterminée à obtenir justice. Dans les heures qui suivent l'incident, Claire, escortée par les officiers qui l'ont menottée, arrive à l'hôpital Nashville Memorial, où un adolescent attend son intervention chirurgicale pour un hématome sous-dural. Malgré la douleur dans ses poignets et l'humiliation encore fraîche, elle entre en salle d'opération avec la précision d'une professionnelle aguerrie. Pendant 4 heures, elle opère, sauvant la vie du jeune patient. Lorsqu'elle émerge, épuisée mais victorieuse, elle croise le regard du Dr James Lefebvre, le PDG de l'hôpital, qui l'accueille avec respect. « Claire, votre travail est remarquable. Comme toujours, l'hôpital est derrière vous. » Mais ce soutien contraste cruellement avec les événements du supermarché. En changeant de tenue dans le vestiaire, Claire aperçoit son reflet dans le miroir. La coupure sur sa joue s'est transformée en un hématome visible, un rappel physique de l'injustice. Elle touche la marque, laissant un instant sa vulnérabilité percée, loin des regards. Pendant ce temps, Antoine, resté au supermarché, s'entretient avec Michel Renaud, un avocat des droits civiques connu pour ses victoires dans des affaires de discrimination. Dans le parking, entouré par une foule grandissante et des camionnettes de presse attirées par les vidéos virales, Antoine garde son calme militaire. « Nous allons déposer une plainte officielle contre les officiers Martin et Bernard, le Greenleaf Market et Hélène Moreau pour fausse accusation et discrimination », annonce Michel, prenant des notes sur sa tablette. Antoine, méthodique, ajoute « Le capitaine Sanchez a filmé l'intégralité de l'incident et le lieutenant Moreau a documenté une tentative de l'officier Bernard pour inciter les témoins à supprimer leurs vidéos. » Michel hoche la tête, impressionné. « C'est du sabotage de preuves. Ça va peser lourd. » Mais la riposte ne tarde pas. Georges Martin, père de Julien, et figure influente du syndicat de police, mobilise ses ressources pour contrer l'élan de sympathie envers Claire et Antoine. Moins de 24 heures après l'incident, une rumeur perfide circule dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Claire aurait un passé criminel, des documents soi-disant officiels suggérant une vieille condamnation pour vol. Ces allégations, totalement fabriquées, choquent ses collègues à l'hôpital. Le docteur Amélie Durand, cardiologue et amie proche de Claire, l'interpelle dans un couloir. « Claire, il raconte des horreurs sur toi, des dossiers falsifiés. Comment ose-t-il » Claire, bien que secouée, reste stoïque. « Ils veulent me briser, Amélie, mais je ne les laisserai pas faire. » L'indignation d'Amélie reflète celle de l'équipe médicale, qui se rallie à Claire, mais la calomnie fait des ravages, semant le doute parmi ceux qui ne la connaissent pas personnellement. Détail indigné. La campagne de diffamation s'intensifie lorsque Claire reçoit un courriel anonyme contenant une photo de son visage barré d'un mot raciste, accompagné d'un message menaçant. « Abandonne ta plainte, ou tes patients en subiront les conséquences. » Cette menace, visant directement son identité de médecin dévoué à sauver des vies, la révolte profondément. Elle transmet immédiatement le courriel à Michel, qui l'ajoute au dossier de preuve. L'idée qu'on puisse menacer ses patients pour la faire taire attise une colère brûlante chez Claire,
mais aussi chez ceux qui suivent l'affaire en ligne, où la photo circule, provoquant une vague de soutien et d'indignation. Antoine, de son côté, utilise ses contacts militaires pour creuser plus loin. Grâce à un accès sécurisé fourni par le capitaine Sanchez, il découvre un groupe de messagerie privée où les officiers Martin, Bernard et d'autres partagent des messages accablants. Encore une qui ne cadre pas avec le quartier, écrit Julien 3 semaines avant l'incident, suivi d'un même raciste célébré par ses collègues. Un autre message de Luc mentionne des nettoyages communautaires, des opérations ciblées pour intimider les minorités dans les quartiers riches comme Oak Ridge Hills. L'association des propriétaires apprécie quand on garde le profil du quartier intact, ajoute-t-il, suivi d'insultes raciales explicites. Antoine archive chaque message avec une précision militaire, créant des copies sécurisées pour garantir leur admissibilité en justice. Lorsqu'il partage ses découvertes avec Zoé Leclerc, une journaliste d'investigation, elle s'exclame « Ce n'est pas juste du harcèlement. C'est un complot organisé impliquant la police, l'association des propriétaires et même le supermarché. » Détail indigné. Une adolescente noire, Sophie, amie de la fille d'Antoine, révèle à Claire un incident qui ajoute une couche de fureur à l'affaire. Quelques semaines plus tôt, Sophie a été arrêtée et interrogée par les officiers Martin et Bernard alors qu'elle marchait simplement dans Oak Ridge Hills pour rendre visite à la famille Dubois. « Ils m'ont dit que je n'avais rien à faire ici, que je devais retourner dans mon quartier, » raconte-t-elle, les larmes aux yeux. L'humiliation subie par une adolescente innocente, ciblée uniquement à cause de sa couleur de peau, scandalise Claire et Antoine. Et lorsque Zoé relaie cette histoire dans un article, la communauté explose de rage, les réseaux sociaux s'enflammant avec des appels à la justice. La pression contre les Dubois s'intensifie. 3 jours après l'incident, ils se réveillent pour découvrir leur garage vandalisé, un mot raciste peint en rouge vif sur la porte. Lorsqu'ils appellent la police, l'équipe envoyée arrive avec 2 heures de retard, un officier prenant des notes minimales avec un désintérêt flagrant. Probablement des gamins, marmonne-t-il, oubliant même de photographier les dégâts jusqu'à ce qu'Antoine le lui ordonne. Cette négligence délibérée, captée par une caméra de surveillance installée par Antoine, devient une preuve supplémentaire de la complicité du département de police. Sur le plan professionnel, Claire fait face à une autre attaque sournoise. Plusieurs de ses chirurgies prévues sont mystérieusement réassignées à d'autres médecins sous prétexte de « demande des patients ». Le docteur Lefebvre la convoque, l'air grave. « Claire, nous avons reçu 3 plaintes anonymes mettant en doute votre compétence. Je sais qu'elles sont sans fondement, mais la politique m'oblige à les documenter. » Claire, contenant sa fureur, répond « Le timing est intéressant, n'est-ce pas, James? » La stratégie pour la discréditer professionnellement est claire, et l'injustice la brûle comme une plaie ouverte. Antoine, lui, est convoqué par le colonel Henri Beaumont, un supérieur connu pour ses vues conservatrices. « Dubois, vos actions publiques posent un problème. » commence-t-il sans préambule. « Certains estiment que vous avez abusé de votre autorité militaire en impliquant des collègues dans une affaire civile. » Antoine, immobile, répond avec une neutralité calculée. « Monsieur, j'ai répondu à une urgence concernant ma femme. Le capitaine Sanchez et le lieutenant Moreau m'ont accompagné volontairement, hors service. » Beaumont fronce les sourcils. « La perception compte, colonel. Ce commandement n'a pas besoin de complications avec les autorités civiles. La menace implicite plane. La carrière exemplaire d'Antoine pourrait être compromise. Cette tentative d'intimidation, venant de son propre camp, attise sa colère, mais il reste impassible, déterminé à protéger sa famille. Malgré ces attaques, le soutien pour les Dubois grandit. Pierre Lambert, désormais en convalescence, mobilise sa congrégation à l'église baptiste de Nashville, organisant une veillée de prière qui devient un meeting communautaire. Plus de 300 personnes s'engagent à soutenir Claire et Antoine, partageant leurs propres expériences de profilage racial.
Zoé Leclerc, la journaliste, publie un article explosif basé sur ses recherches de 18 mois, révélant un schéma de discrimination ciblée dans les quartiers riches de Nashville. Ces données montrent que les résidents noirs d'Oak Ridge Hills sont 7 fois plus susceptibles d'être arrêtés par la police que les Blancs, malgré leur faible proportion dans la population. Plus troublant encore, les officiers Martin et Bernard apparaissent dans ces incidents à des fréquences anormalement élevées, souvent à la demande de l'Association des propriétaires. Une découverte choquante émerge lorsque Antoine accède à des registres immobiliers via ses contacts militaires. Leur maison, achetée via un service de relocalisation, avait été au centre d'une vente avortée 3 ans plus tôt, lorsqu'une autre famille noire avait tenté de l'acquérir. L'Association des propriétaires avait invoqué des préoccupations sur la valeur immobilière pour bloquer la vente, une pratique d'exclusion raciale déguisée. Cette révélation, relayée par Zoé, scandalise la communauté et alimente les appels à une enquête fédérale. Digné. L'Association des propriétaires envoie au Dubois une série de notifications de violations absurdes. Leurs poubelles seraient restées trop longtemps sur le trottoir. Leur boîte aux lettres serait 2 cm trop haute. La couleur de leur porte d'entrée serait non conforme. Chaque avis, accompagné de menaces d'amende, est une tentative évidente de les chasser du quartier, provoquant une indignation croissante parmi leurs voisins et les internautes. À l'hôpital, Claire trouve un soutien inattendu. Ses collègues, menés par Amélie, organisent une escorte médicale pour s'assurer qu'elle ne soit jamais seule dans les zones isolées comme le parking. Amélie révèle avoir entendu des officiers hors service dans un bar local discuter de moyens de rendre la vie difficile à Claire, l'un d'eux suggérant que les réponses d'urgence à leur adresse pourraient être malheureusement retardées. Cette menace implicite, combinée à l'incident de Sophie et au vandalisme, pousse la colère collective à son paroxysme. Les réseaux sociaux explosent de messages de soutien, mais aussi de contre-attaques racistes de la part de partisans des officiers, qui accusent Claire d'avoir provoqué l'incident pour se faire passer pour une victime. Ces commentaires, souvent anonymes, ne font qu'attiser la détermination des Dubois. Alors que Claire et Antoine préparent leur dossier juridique avec Michel, une nouvelle menace émerge. Un message texte anonyme arrive sur le téléphone de Claire. « Lâche l'affaire, ou ta famille le paiera cher. » La menace, vague mais sinistre, vise directement leur sécurité. Antoine, en mode stratège militaire, note le numéro et le transmet à Michel, qui l'ajoute à la liste des preuves. « Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider », murmure Claire, sa voix tremblante de rage. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire », répond Antoine, son regard d'acier reflétant une détermination inébranlable. La bataille ne fait que commencer, et les Dubois sont prêts à affronter un système qui semble conçu pour les briser. Cette histoire d'injustice systémique vous révolte-t-elle? Si vous soutenez le combat de Claire et Antoine pour la justice, laissez un commentaire avec le mot « vérité » et partagez cette histoire pour amplifier leur voix. Si vous pensez que ce système doit être dénoncé, abonnez-vous pour suivre la suite de cette lutte pour l'égalité. Ensemble, faisons entendre la vérité. Dans une salle d'audience du département de la justice, l'air est lourd, saturé d'une tension palpable. Claire Dubois, neurochirurgienne noire de renom, se tient droite, son regard ferme, flanquée de son mari, le colonel Antoine Dubois, et de leur avocat, Michel Renaud. Face à eux, les officiers Julien Martin et Luc Bernard, leurs avocats, et une foule de journalistes, d'observateurs communautaires et de représentants fédéraux. Les preuves accablantes, vidéos virales, messages racistes internes, enregistrements de corruption, s'accumulent, exposant un système de discrimination systémique à Oak Ridge Hills. Pourtant, la résistance des officiers et de leurs alliés, menée par George Martin, président du syndicat de police, atteint des sommets d'arrogance, attisant une colère collective qui menace d'exploser. Chaque témoignage, chaque révélation, fait monter la fureur face à une injustice si profondément enracinée
qu'elle semble défier toute réforme. Cette audience n'est pas seulement celle de Claire et Antoine. C'est un cri pour la justice de tous ceux qui ont été humiliés, réduits au silence ou niés à cause de leur couleur de peau. Claire s'avance vers le pupitre, prête à témoigner. Son port est digne, mais chaque pas résonne du poids des décennies d'expériences similaires, celle de son père, qui conduisait toujours avec les 2 mains visibles sur le volant, de sa mère, qui lui apprenait à garder ses reçus d'achat, de son frère, avocat d'entreprise, toujours suivi dans les grands magasins. Sous serment, elle commence, sa voix claire et précise, comme en salle d'opération. J'étais au Greenleaf Market, faisant mes courses, lorsque Hélène Moreau m'a accusé de voler ses médicaments, sans aucune preuve. Le gérant, Paul Lefebvre, m'a immédiatement traité comme une coupable. Les officiers Martin et Bernard ont refusé de vérifier mon identité ou de me laisser appeler mon mari. Elle décrit l'humiliation d'être menottée devant une foule silencieuse, la douleur des menottes trop serrées, la coupure sur sa joue causée par la brutalité de Julien. L'officier Martin a dit « Personne correspondant à votre description ne vit dans ce quartier. » L'officier Bernard a ri quand j'ai mentionné le rang militaire de mon mari, disant « Et moi, je suis un scientifique de la NASA. » Chaque mot, prononcé avec une précision clinique, fait frémir l'audience, la colère montant face à l'arrogance des officiers. Michel guide son témoignage avec habileté, établissant un schéma d'escalade basé sur des préjugés raciaux. Claire évoque un souvenir d'enfance. Seule élève noire dans une classe de sciences avancées, son professeur la questionnait sans cesse sur sa présence, comme si elle n'y appartenait pas. J'ai appris tôt que l'excellence ne suffisait pas. Il me fallait des preuves irréfutables de mon droit à exister dans des espaces où d'autres entraient sans question. Mais des images projetées sur les écrans de la salle renforcent ces paroles. Claire a sa remise de diplôme à Howard, première de sa classe, recevant des prix de recherche prestigieux, opérant des patients dans des chirurgies complexes. Chaque image est un argument implicite pour son humanité, un défi aux préjugés qui l'ont mené à cette audience. Antoine prend la parole ensuite, son allure militaire imposante. En tant qu'officier et homme noir, je vis avec une double conscience. La fierté de servir un pays qui ne sert pas toujours ceux qui me ressemblent. Il décrit son arrivée au supermarché, voyant sa femme menottée, et les décisions calculées qu'il a prises, amener Sanchez et Moreau comme témoins, s'assurer que tout soit filmé, garder les conversations visibles. Ce n'étaient pas des précautions paranoïaques, c'étaient des mesures nécessaires, basées sur une vie d'expérience. La salle écoute en silence, la tension montant alors qu'il expose la réalité brutale du profilage racial. Les images de la vidéosurveillance du magasin sont diffusées, montrant Claire faisant ses courses sans jamais s'approcher du sac d'Hélène, contredisant totalement son accusation. Les enregistrements des caméras corporelles des officiers suivent, révélant leur ton méprisant et leur refus de vérifier l'identité de Claire. Un trou de 18 minutes dans les images, correspondant aux moments les plus agressifs selon les témoins, choque l'audience. Détail indigné. Éric, un jeune officier subalterne, témoigne avec courage, révélant qu'il a été forcé par ses supérieurs de falsifier des rapports pour justifier des arrestations de minorités dans les quartiers riches. On nous disait de garder Oak Ridge propre, et si on refusait, on risquait des représailles. Cette révélation d'une corruption orchestrée au sein du département de police fait bouillir la salle, les murmures de colère s'élevant comme une tempête. Hélène Moreau, appelée à témoigner, s'effondre sous les questions incisives de Michel. « Je n'ai jamais vu Claire prendre quoi que ce soit, » avoue-t-elle, les mains tremblantes. Elle était là, dans son sweat, et ça ne semblait pas à sa place dans un rayon de produits bio chers. L'aveu de son préjugé raciste, brut et non filtré, provoque une vague de murmures outrés dans l'audience.
Qu'a-t-elle fait pour vous mettre mal à l'aise? Insiste Michel. Rien, murmure Hélène, incapable de croiser les regards. L'aveu, capté par les caméras des médias, devient un symbole de l'injustice que Claire combat, attisant la fureur des spectateurs. Qu'est? Détail indigné. Une pétition en ligne, lancée par des partisans des officiers, accuse Claire d'avoir provoqué l'incident pour se faire passer pour une victime. Des commentaires anonymes, chargés de sous-entendus racistes, inondent les réseaux sociaux, qualifiant Claire de manipulatrice et Antoine de abuseur de pouvoir militaire. Cette campagne de diffamation, orchestrée par Georges Martin, scandalise les supporters des Dubois, qui contre-attaquent avec des milliers de messages de soutien. Mais l'audace de ces attaques attise une colère brûlante chez ceux qui suivent l'affaire. Une jeune résidente noire, Sophie, approche Claire pendant une pause. « Docteur Dubois, je suis en 2e année à Nashville Général. Merci de mener ce combat. Nous vivons tous ces injustices, mais peu ont votre courage. » Ces mots rappellent à Claire pourquoi elle persévère, malgré le coût personnel. Zoé Leclerc, la journaliste, présente ensuite ces données. Des cartes et graphiques montrent que les minorités à Oak Ridge Hills sont 7 fois plus susceptibles d'être arrêtées que les Blancs. Les officiers Martin et Bernard apparaissent dans ces incidents à des taux anormalement élevés, explique-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Les preuves contre Georges Martin sont encore plus accablantes. Une conversation enregistrée par le lieutenant Moreau révèle sa tentative de suborner un témoin, et des courriels internes montrent qu'il a ordonné de trouver quelque chose pour discréditer les Dubois. Lors de son témoignage, Georges s'enlise dans des contradictions, son arrogance s'effondrant sous le poids des preuves. Un moment inattendu survient à l'hôpital. La mère de l'officier Bernard, victime d'un AVC, est admise en urgence, et Claire, de garde, effectue l'opération avec son excellence habituelle, sauvant sa vie. Dans la salle d'attente, Bernard, incapable de croiser son regard, murmure « Merci, docteur ». Claire hoche la tête, professionnelle. Elle aura besoin de suivi. Mon bureau organisera les rendez-vous. Cet acte de compassion, malgré l'histoire entre eux, contraste cruellement avec l'injustice subie par Claire, renforçant l'indignation face à l'hypocrisie de Bernard. Pourtant, Julien Martin reste inflexible, son avocat plaidant qu'il a suivi la procédure pour un vol signalé, une défense qui s'effondre lorsque Michel présente le manuel de procédure, prouvant que l'arrestation était illégale. Détail indigné. Un témoin communautaire, Marie, une enseignante noire, raconte avoir été arrêtée par Martin et Bernard l'année précédente alors qu'elle promenait son chien à Oak Ridge Hills. Ils m'ont dit que je faisais peur aux voisins, juste parce que je marchais. Son témoignage, suivi par celui d'autres professionnels noirs, médecins, avocats, professeurs, révèle un schéma de harcèlement systématique, provoquant une indignation croissante dans la salle. Lorsque Pierre Lambert, le diacre sauvé par Claire, témoigne, sa voix tremble d'émotion. « J'ai évité ce quartier pendant des décennies, malgré mes responsabilités à l'Église. J'ai vu ce qui est arrivé à Claire, et je n'ai pas parlé. J'ai eu tort. » Ces mots touchent l'audience au cœur, amplifiant la colère face à un système qui force au silence. Claire conclut son témoignage avec une réflexion puissante. L'exigence d'une excellence noire comme condition à la dignité est l'aspect le plus insidieux du racisme contemporain. Nous devons être parfaits, irréprochables, et même cela ne suffit pas. Ces paroles résonnent, un cri contre un système qui juge les gens non sur leur mérite, mais sur leur apparence. Alors que l'audience s'achève, Julien et Bernard, isolés, se rejettent la faute, tandis que Georges est escorté hors de la salle après avoir tenté d'intimider un juge, ses menaces entendues par un agent fédéral. Les preuves forment une narrative irréfutable. Une conspiration raciale orchestrée par des officiers, un syndicat et une association de propriétaires. 6 mois plus tard, le département de police de Nashville est transformé.
Martin et Bernard sont licenciés pour violation des droits constitutionnels, avec des charges criminelles contre Bernard pour falsification de preuves. Georges Martin fait face à des accusations de corruption, subornation de témoins et abus de pouvoir, sa conversation enregistrée avec Moreau étant une preuve clé. Le département de la justice impose un décret de consentement. Formation contre les préjugés, conseil de surveillance communautaire, révision des politiques de force. Le chef de police, Richard Beaumont, proche de la retraite, adopte ces réformes comme son héritage, déterminé à faire de son département un modèle de justice. Hélène Moreau, accusée de fausses déclarations, accepte un plaidoyer incluant du service communautaire à l'Église baptiste de Pierre, où elle travaille aux côtés de ceux qu'elle avait jugés. Cette expérience la transforme, la poussant à devenir une voix contre les préjugés inconscients. Oak Ridge Hills crée un conseil d'inclusion dirigé par Pierre, révélant des décennies de pratiques d'exclusion raciale. La fin de ces pratiques ne fait pas baisser les valeurs immobilières, démentant les justifications racistes. Claire lance un programme de mentorat pour les étudiants en médecine issus de minorités, leur enseignant des stratégies pour naviguer dans des environnements hostiles. L'excellence reste nécessaire, mais elle ne doit plus être notre seul bouclier, leur dit-elle. À l'hôpital, elle met en place des protocoles pour éliminer les biais dans les soins aux patients minoritaires, un modèle adopté par d'autres établissements. Antoine, promu colonel, développe une initiative pour améliorer les relations entre la police et les familles militaires de couleur, favorisant la collaboration plutôt que la confrontation. Malgré ses victoires, le coût personnel est lourd. Claire ressent encore de l'anxiété dans les espaces publics, et Antoine reste vigilant, son instinct militaire en alerte. Ils envisagent de quitter Oak Ridge Hills, mais décident de rester. « C'est notre maison maintenant », déclare Antoine. « Nous avons gagné le droit d'y vivre en paix. » Un an après l'incident, Claire retourne au Greenleaf Market. Le magasin, sous une nouvelle direction, affiche une déclaration d'engagement communautaire. Une femme âgée l'approche. « Vous êtes le docteur Dubois? Vous avez sauvé mon petit-fils après son accident. Merci. » Cette reconnaissance, pour son travail plutôt que pour sa présence, incarne le changement pour lequel ils se sont battus. Dans leur bureau, Claire et Antoine encadrent un article de journal titré « Une arrestation injuste mène à une réforme policière systémique », aux côtés de leurs distinctions médicales et militaires. Leur cas devient une référence dans les formations policières nationales, prouvant que la responsabilité n'est pas une punition, mais une correction essentielle pour une justice équitable. Cette histoire d'injustice et de triomphe vous a-t-elle ému? Si vous soutenez la lutte de Claire et Antoine pour un monde plus juste, laissez un commentaire avec le mot « égalité » et partagez cette histoire pour inspirer d'autres à agir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de courage face à l'injustice. Ensemble, faisons résonner la voix de l'égalité. L'histoire de Claire Dubois, une neurochirurgienne noire injustement menottée et humiliée dans un supermarché d'Oak Ridge Hills, et de son mari, le colonel Antoine Dubois, qui a transformé cette injustice en une lutte pour des réformes systémiques, est bien plus qu'un récit de discrimination. C'est une parabole contemporaine sur la résilience, le courage et la nécessité de confronter les injustices profondément enracinées dans nos sociétés. En tant que spectateurs de cette histoire, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont les préjugés, les systèmes de pouvoir et notre propre silence ou action façonnent le monde autour de nous. À travers une analyse empreinte de la culture française, marquée par une sensibilité à l'égalité et à la justice sociale, nous pouvons tirer des leçons précieuses de cette affaire et les appliquer à notre propre vie, tout en reconnaissant les émotions complexes qu'elle suscite, colère, indignation, mais aussi espoir. L'histoire de Claire déclenche une colère viscérale, une indignation qui résonne profondément dans une société française où les idéaux de liberté, égalité, fraternité sont des piliers culturels. Lorsqu'elle est accusée à tort de vol par Hélène Moreau,
menotté sans preuve par les officiers Martin et Bernard et humilié publiquement malgré ses titres et son intégrité, nous ressentons une injustice qui transcende les frontières. Cette scène, où une femme noire accomplie est réduite à un stéréotype par des regards suspicieux, rappelle les expériences de discrimination vécues par de nombreuses personnes dans des espaces où elles ne semblent pas à leur place. En France, où les débats sur le racisme systémique et le profilage policier sont vifs, cette histoire évoque des parallèles avec les contrôles d'identité disproportionnés visant les minorités dans certains quartiers. La douleur de Claire, marquée physiquement par les menottes et émotionnellement par l'humiliation, nous pousse à questionner. Combien de fois avons-nous été témoins d'injustices similaires sans agir? Sa résilience, cependant, nous inspire à transformer cette colère en action constructive. Un des aspects les plus poignants de l'histoire est l'idée que l'excellence, pour les personnes noires, est souvent une exigence implicite pour mériter le respect. Claire, diplômée avec mention de Howard et Johns Hopkins, chef de neurochirurgie, incarnation du mérite, est pourtant jugée non pas sur ses actes, mais sur sa couleur de peau. Cette réalité, qu'elle articule lors de son témoignage, nous devons être parfaits, irréprochables, et même cela ne suffit pas, est un cri universel contre le fardeau de la perfection imposé aux minorités. En France, où le modèle républicain prône l'universalisme, cette exigence d'excellence disproportionnée résonne avec les expériences des Français issus de l'immigration, qui doivent souvent travailler 2 fois plus dur pour être reconnus. La leçon ici est claire. La société doit cesser de conditionner la dignité humaine à des standards inaccessibles. Pour nous, cela signifie reconnaître nos propres préjugés inconscients et exiger des systèmes, écoles, entreprises, institutions, qu'ils jugent les individus sur leur mérite, pas sur leur apparence. L'histoire de Claire et Antoine illustre également la force de la solidarité. Leur victoire n'aurait pas été possible sans le soutien de Pierre Lambert, qui mobilise son Église, de Zoé Leclerc, dont les investigations révèlent un système corrompu, et de collègues comme Amélie Durand, qui protège Claire à l'hôpital. En France, où les mouvements citoyens comme les manifestations pour la justice sociale ou les collectifs antiracistes jouent un rôle clé, cette solidarité rappelle l'importance de l'action collective. Une leçon à appliquer dans nos vies est de ne pas rester spectateur face à l'injustice. Que ce soit en soutenant un collègue discriminé, en dénonçant des pratiques inéquitables ou en participant à des initiatives communautaires, chaque geste compte. L'histoire nous enseigne que le silence est complice et que la voix collective peut déplacer des montagnes. Antoine Dubois, avec sa précision militaire et son refus de plier face à l'intimidation, incarne un courage qui inspire. Lorsqu'il confronte les officiers et mobilise ses ressources pour exposer la corruption, il montre que défier les systèmes de pouvoir, même au risque de sa carrière, est parfois nécessaire. En France, où l'histoire des luttes sociales, des révolutions aux grèves modernes, valorise la résistance face à l'autorité abusive, le courage d'Antoine nous pousse à réfléchir. Quand avons-nous hésité à parler par peur des conséquences? Appliquer cette leçon signifie oser s'exprimer, que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant une cause impopulaire ou en tenant tête à des pratiques discriminatoires, même lorsque cela semble risqué. Claire, malgré les menaces, le vandalisme de sa maison et les attaques contre sa réputation, continue de sauver des vies, y compris celle de la mère de l'officier Bernard. Sa capacité à transcender la haine par son engagement professionnel est une leçon de résilience. En France, où la résilience est souvent célébrée comme une réponse à l'adversité, pensons aux héros du quotidien qui surmontent les crises, l'exemple de Claire nous encourage à persévérer face aux obstacles. Cela peut se traduire par des actions simples. Continuer à exceller dans nos domaines malgré les discriminations, soutenir ceux qui sont injustement ciblés, ou refuser de laisser la peur dicter nos choix. La résilience de Claire n'est pas une acceptation passive, c'est une résistance active, un refus de se laisser définir par l'injustice.
L'histoire culmine avec des réformes majeures dans la police de Nashville, prouvant que le changement est possible, mais exige une pression soutenue. Les preuves accumulées, vidéos, témoignages, données, forcent le département de la justice à agir, imposant des formations contre les préjugés et des conseils de surveillance communautaire. En France, où les débats sur la réforme policière et l'égalité dans les institutions publiques sont brûlants, cette leçon est cruciale. Nous devons exiger des systèmes qui protègent tous les citoyens, pas seulement une élite. Cela peut se traduire par un engagement civique, voter pour des leaders qui prônent l'égalité, participer à des consultations publiques ou soutenir des organisations qui luttent contre les discriminations systémiques. L'histoire de Claire nous rappelle que le changement ne vient pas spontanément. Il faut le provoquer. Cette histoire m'a profondément ému, car elle met en lumière une vérité universelle. L'injustice prospère dans le silence. En tant que Français, nous chérissons l'idée d'une société égalitaire. Mais les réalités du racisme et des préjugés persistent, souvent masqués par des discours d'universalisme. L'indignation que nous ressentons face à l'humiliation de Claire doit se transformer en action. Pour ma part, j'ai pris l'habitude de m'interroger sur mes propres biais. Est-ce que je juge quelqu'un sur son apparence avant ses actions? Ai-je déjà détourné les yeux face à une injustice par commodité? Ces questions, inconfortables mais nécessaires, sont un premier pas vers un changement personnel. De plus, l'histoire m'a inspiré à m'impliquer davantage dans ma communauté, que ce soit en soutenant des initiatives locales pour l'inclusion ou en amplifiant les voix marginalisées. 1. Reconnaître et confronter les préjugés. Nous devons examiner nos propres jugements et intervenir lorsque nous voyons des injustices, même si cela implique un inconfort personnel. Cela peut être aussi simple que corriger un collègue qui fait une remarque stéréotypée ou soutenir une victime de discrimination. 2. Soutenir la solidarité communautaire. Participer à des initiatives collectives, comme des associations locales ou des événements pour l'égalité, renforce le pouvoir du groupe face à l'injustice. 3. Persévérer face à l'adversité. Comme Claire, nous devons continuer à exceller et à défendre nos valeurs, même lorsque le monde semble contre nous. 4. Exiger des réformes systémiques. S'engager dans le débat public, voter ou soutenir des politiques qui favorisent l'égalité garantit que les changements ne restent pas superficiels. 5. Documenter et témoigner. Comme Antoine, garder des preuves et partager des histoires d'injustice peut transformer un incident personnel en un mouvement pour le changement. En conclusion, l'histoire de Claire et Antoine Dubois est un appel à l'action pour chacun de nous. Elle nous rappelle que l'égalité n'est pas un idéal abstrait, mais un combat quotidien qui exige courage, solidarité et persévérance. En France, où l'histoire nous a appris la valeur de la résistance face à l'oppression, nous devons honorer cet héritage en agissant contre les injustices, grandes ou petites. Que cette histoire soit un phare, nous guidant vers un monde où la dignité ne dépend ni de la couleur de peau ni de l'excellence, mais du simple fait d'être humain. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, montrez votre soutien en laissant un commentaire avec le mot « égalité » et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à agir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui donnent espoir et appellent au changement. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.